Donc on accueille Pierre-Henri Garnier, qui est psychologue au Centre interdisciplinaire de thérapie intégrative, docteur en sciences de l'information et communication. Alors je voulais le remercier parce que maintenant, quand je joue à la PlayStation, j'ai juste à dire je travaille et on me fout la paix. Bien. Et donc tu vas nous parler de trans, art et intelligence artificielle. Et en parlant de trans, justement, je suis en trans depuis début janvier. Je réintégrais le CHU de Nantes. Donc, voilà, c'est dans la présentation. Donc, et je vais lancer mon téléphone truffé d'algorithmes pour être sûr de gérer le temps et il va vibrer à un moment donné. Donc, justement, prenons, si ça vous dit, quelques secondes simplement pour être là, ici et maintenant, et se connecter avec nos collègues qui sont en ligne. Que le numérique, l'idée, c'est aussi que ça fasse du lien, et donc de prendre conscience qu'il y a des personnes à l'autre bout du fil, et qui sont loin du fil ou de la vidéo, et qu'on est en lien, et que le numérique peut aussi servir à ça. Et puis, pour continuer ce temps d'être là, ici et maintenant, et de prendre... c'est de réaliser à quel point l'IA ou AI, Artificial Intelligence, ou agent, on pourrait dire invasif ou infiltré, est là, peut-être dans le micro, peut-être là. En fait, l'IA est dans la place. Donc attention. Alors le thème trans, art et IA, transgénérative et ou dégénérative. Il va y avoir un petit accent un peu militant sans être trop politique. Hein. On est à l'université, il y a un caractère scientifique, mais vu le contexte actuel, technopolitique notamment, il y a des enjeux où il faut juste, je pense, utile de prendre conscience de l'importance et de la différence, je m'exprimerai, entre le numérique et le numérisme. Donc c'est une notion, j'en parlerai, d'Hervé Fischer, qui est philosophe et artiste, et qui a bien distingué notamment le numérisme comme un objet religieux qui amène davantage d'emprise que une forme d'aliénation. Et l'idée, c'est qu'à travers ce topo, je puisse aussi sensibiliser sur différencier le numérique et le numérisme. Et aujourd'hui, voilà, on est dans cette vision où on mélange un peu les deux niveaux, quoi. Alors le pas de côté, vous avez Mikado, là c'est où je travaille, donc c'est un centre où on s'occupe essentiellement d'ados en crise et leurs familles. Donc imaginez psychiatrie des ados. Et nos voisins d'en face, vraiment en face, donc j'y serai demain matin, c'est la Maison des Arts, et on est vraiment heureux parce qu'il y a des projets de connexion entre la psychiatrie du CHU de Nantes et la Maison des Arts, et peut-être qu'ils sont en ligne, d'ailleurs je les salue et je les remercie parce qu'on a eu une réunion, pour tout vous dire, la semaine dernière avec des projets fabuleux autour de médiation et de connecter les jeunes avec les arts, et notamment les arts numériques. Je démarrerai par une petite devinette du jour. Alors, je transforme la perception et génère de nouvelles réalités. Je danse entre maîtrise et spontanéité, entre ordre et chaos. Je fusionne réel et imaginaire, individuel et collectif. Je puise dans la culture pour faire émerger l'inattendu. Qui suis-je? La trance, l'art et ou l'intelligence artificielle? Et excusez-moi, je réalise qu'il y a... Oui, j'avais un petit problème de date. Ah, alors peut-être que nous sommes encore parasités, infectés. Oh, excusez-moi, il y a un petit souci, un petit problème. En ce jour de l'an 2036, je viens d'apprendre la triste nouvelle. La disparition de 4 branches de notre arbre culturel. Uniform IA a consumé le Jinebana au Mali, le chamanisme sibérien, les cérémonies de candomblé au Brésil et les danses des San d'Afrique australe. Ces pratiques de trance ne sont plus que des échos lointains. Autrefois sacrées, elles sont détruites sous la pression de la modernité et de religions dominantes. Explorateurs, je vous en conjure, ne laissez pas ces trésors s'éteindre. Sauvez chaque forme d'EMC. Les petites pratiques du quotidien sont aussi précieuses que les grandes. Ce sont elles qui maintiennent le lien vivant entre nous et l'univers. Communication non autorisée par Uniform IA. Veuillez accrocher. L'art de transer pourra-t-il nous sauver? Et là, regardez, par télépathie du futur, pouf, Transnumérix me donne son message et ses fiches.
Et puis ça me permet d'avoir une anti-sèche. Donc voilà. Merci. Et puis 2036, donc dans plus de 10 ans, mais peut-être dans 1 an, 5 ans, on ne sait pas. Vers où allons-nous? Et l'idée de ce topo, c'est de réaliser aussi l'aspect on a encore du choix, on peut être acteur, et l'importance de l'éducation, de la formation, et puis moi je suis convaincu en tant que psychologue formé à l'hypnose depuis plusieurs années que les thérapeutes, les personnes formées à toutes ces approches-là ont des choses à apporter aux ingénieurs, aux créateurs de solutions numériques, en fait. Que c'est pas la propriété intellectuelle uniquement des ingénieurs ou des gens formés à l'informatique. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans un réseau technopolitique. Hein, c'est pas moi je pense à Asma Allah, une chercheuse qui nous sensibilise à cette idée-là que le numérique est éminemment politique aujourd'hui. Donc continuons. Il nous envoie un message. En 2036, nous avons appris à nos dépens, une IA sans art s'épuise, une IA sans trans s'assèche. Si vous voulez qu'elle nourrisse le vertige créatif, tiens, le vertige. Cette notion de vertige, elle peut être intéressante. Ne la laissez pas filer la trame de votre avenir. L'IA sans la trans n'est que ruine de l'art. Et c'est donc notre transnumérique, le cyberdruide. Alors cet univers-là, entre parenthèses, vient de... En fait, je travaille sur le DU aussi hypnose à Nantes, et on a créé un e-learning où on a mis du narratif, tout un récit autour de ce personnage. Et vous avez à droite le mythocatcher, en faisant le lien avec les mythes. C'est un appareil qui permettrait de détecter, de capter les mythes dans les cultures numéristes. Je continue. Et là, il nous envoie un message du futur. Alors, on va le décrypter. Alors il me dit dans l'oreillette que oh la Nantes est redevenue bretonne dans le futur. Et vous avez oh là là, il y a des débats. Mais vous avez le fameux Triskel, et puis je trouvais intéressant au lieu de faire, vous savez, 3 cercles et puis de montrer les intersections, c'est aussi d'aller du côté de la tradition culturelle et de ces symboles porteurs. Donc rentrons dans le sujet, peut-être avec cette notion qu'on a vue ce matin aussi de pharmacon ou pharmacone, qui a été travaillé notamment par Bernard Stiegler, et qui montre que on est sur du poison remède, et en fait le travail qu'on a à faire, c'est de filtrer, de métaboliser. Et l'idée avec ce schéma-là, vous voyez, c'est que peut-être que l'art, en tout cas, a une fonction de métabolisation. Va nous permettre de métaboliser tout ça et d'en faire quelque chose de tous ces 0 et 1, de tous ces algorithmes, et que voilà, l'idée d'encourager aussi ces arts numériques. L'idée que la trans, on l'a vu aussi il y a tout à l'heure, la notion de reconfiguration comme une sorte de mise à jour bio-psychoculturelle de mon identité. Je reconfigure mon identité par cette expérience de trans. Et je trouve intéressant de faire tourner de manière presque fractale, sans dire trop de gros mots, mais l'idée que c'est à la fois un niveau micro et un niveau macro, qu'on peut avoir des interactions entre la trans, l'art et l'intelligence artificielle. J'ai mis adaptation parce que c'est l'idée de régulation aussi. L'IA, on va voir qu'il est plutôt utile de la désacraliser, de la démystifier et de la mettre plutôt du côté de la médiation en fait. L'IA, on en fait excusez-moi, je suis un peu familier, tout un pataquès actuellement médiatique avec le mot intelligence. Lorsqu'on s'y intéresse, on se rend compte que le mot intelligence ne tient pas très longtemps en fait. C'est plutôt un outil algorithmique, par contre, qui est très puissant et qui a une fonction d'adaptation, de médiation. Et puis, dans les interstices, justement, la liminarité, vous avez par exemple des notions centrales dans ces approches-là d'immersion, comme s'il y avait un enjeu d'être immergé. Sauf que les travaux nous montrent qu'il y a l'immersion technologique, mais que l'immersion technologique, finalement, il y a un effet waouh et on est très limité par rapport à l'immersion narrative. Et l'expérience, elle est davantage par la transe que par le support et la médiation. Donc on peut avoir le jeu en 3D hyper puissant ou le film passionnant. Si vous n'avez pas de contenu et pas de narration, vous n'allez pas avoir l'immersion narrative. Donc retenons cette idée d'immersion narrative. Et par l'art et par l'IA, vous avez une extension, donc toutes ces logiques de réalité étendue, et puis l'IA qui peut tout à fait apporter
notamment par le biofeedback. Donc, c'est des notions, un neurofeedback, biofeedback, où vous avez des capteurs qui captent votre fréquence, vos cardiaques, etc. Et l'IA va pouvoir analyser, mais va aussi pouvoir adapter les contenus vidéo, par exemple en réalité virtuelle, pour synchroniser. Donc on est dans cette idée de synchronisation, mais au centre, on voit se rapprocher au niveau anthropologique une frontière de plus en plus mince entre le corps, la technologie et la culture. Et il y a une sorte de quête invasive un peu, c'est que la technologie devienne presque transparente, une transmédiation où finalement on est en prise directe entre la culture, le corps. On est dans ce mind-body ou techno-mind-body en fait. Continuons si vous me suivez. Alors c'est vertigineux comme sujet et j'ai souhaité vous transmettre des liens avec des sources actuellement d'inspiration. Et puis le bonheur d'avoir Neuberg qui a apporté la notion de design et qui, moi, me parle sur la dimension esthétique de la trance. Et puis le travail d'Antoine. Et puis j'ai cité aussi Gilligan qui apporte cette vision justement mythopoïétique, je trouve, et puis autour du voyage du héros. Et je trouve que c'est des sources inspirantes pour relire notre rapport à la technologie. Après, du côté des artistes, je recommande cette source inspirante qui est une artiste française, Justine Aymar, qui vraiment intègre et fait tout un travail autour de la trance et des nouvelles technologies. Donc, a une approche très intégrative de l'IA. Et puis une rencontre aussi, et je travaille avec cette équipe de Social Dream et de Dream Sense, Thierry Gricourt, qui est un entrepreneur, mais qui, avec qui on collabore et qui a une vision très relationnelle et qui développe des technologies notamment de neurofeedback, etc., de biofeedback, mais qui sont centrées non pas sur l'usage individuel, vous voyez l'enjeu, c'est finalement la relation. Comment on peut mettre l'IA et ces technologies au service d'une relation augmentée plutôt que l'idée d'une expérience augmentée individuelle? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à défendre autour de l'immersion, qui est une immersion relationnelle avant d'être une expérience individuelle. Alors, côté recherche, on nous envoie aussi un message qu'il y a des travaux. Là, en 2025, on a quelques travaux sur les thérapies artistiques assistées par intelligence artificielle. Donc ça commence à arriver. Alors les résultats sont évidemment très positifs. On a une amélioration de la créativité. En fait, ça rajoute un fluidifiant aux médiations. C'est ce qui ressort des travaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité avec l'art-thérapie traditionnelle. Et je pense que c'est ça qui peut être intéressant, c'est que c'est pas exclusif d'une matérialité. Je vous montrerai un exemple d'approche avec l'IA avec un patient, mais on pourrait tout à fait l'intégrer avec une approche autour de la terre, du modelage. C'est-à-dire, moi l'idée c'est d'intégrer ces nouveaux outils comme une énième couleur à une palette et pas comme quelque chose qui va remplacer toutes les approches. Mais on verra qu'il y a cet enjeu et on a besoin de vous, et notre druide vous appelle à faire que l'IA ne soit pas un coucou, mais un colibri. Et c'est à nous de la dompter, de la canaliser. Il y a des enjeux éthiques. On verra que c'est aussi lié aux représentations, aux croyances notamment, et autour de la formation qu'on peut donner au rôle du thérapeute. C'est sûr que si le thérapeute il se met à être en mode contrôleur et analyser uniquement les données de l'IA, c'est très pauvre sur le plan relationnel. Donc il y a tout un champ à créer, je trouve, d'articulation, de danser, d'apprendre à transer, à danser avec ces outils-là. J'ai mis la référence, continuons. La frugalité du futur, donc ça peut paraître décalé, mais l'enjeu de l'intelligence artificielle, il est aussi lié à l'écologie, à l'éco-numérique. Qu'allons-nous faire de ces data centers qui consomment énormément d'énergie? Donc il y a vraiment un enjeu et à encourager aussi des solutions numériques
qui sont comment dire, écologiquement responsables. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le terme IA frugal est utilisé. Donc à encourager, mais on manque d'outils. Hein. Vous verrez que dans la démo que j'ai présentée, j'ai pas pu utiliser par exemple des outils parce que pour l'instant c'est pas encore opérationnel, mais on a de plus en plus de solutions d'intelligence artificielle économes en termes d'énergie. Donc l'illusion transhumaniste et énergivore a tout ravagé. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté un peu politique, vous voyez, un peu militant. C'est que lorsqu'on voit l'actualité avec notre cher Elon Trump, il y a des enjeux importants, quoi. C'est qu'il y a un mythe mythe transhumaniste qu'il est urgent d'expliciter, voire de démonter, et notamment par la science, de montrer qu'il y a une logique, une impasse existentielle dans ce mythe dans lequel on est embarqué, où l'IA serait une espèce d'état de grâce où on va être totalement libéré. Je pense qu'il faut qu'on ouvre les yeux, on peut être tout à fait aliéné ou pas. C'est le poison remède. Tout dépend de la métabolisation par l'art. Et pour enrichir notre nid, je fais référence à Bachelard avec la métaphore du nid, et sans le coloniser. Donc il y a bien cette idée de colonisation. L'IA dans ma pratique clinique. Donc imaginez là actuellement au CHU, mais avant au City où je travaillais, là c'est vraiment travailler avec tout public, mais notamment les jeunes autour de la créativité, autour de l'art-thérapie. Et là je vais présenter plus précisément comment j'ai pu travailler avec des jeunes autour des scarifications, une jeune fille notamment, et ça permet de faire dialoguer aussi les parents. Donc c'est comment la technologie peut devenir une médiation aussi dans un système et permettre une projection, ce qu'on appelle un objet miroir en systémique qui peut circuler. Donc je propose de synthétiser ma démarche, elle est très simple, hein, c'est que je prends une forme signifiante, donc je suis présent, je suis comme tout thérapeute, et tout d'un coup j'écoute mon ressenti, et là il y a un verbatim ou une expérience apportée par le patient qui vient percuter ma créativité aussi. Donc j'ai pris un exemple, mais ça peut être d'autres fragments, mais c'est mon corps, il ne parle pas, il se fissure, il se brise en silence, mais quand je fais ça, au moins je le ressens, je contrôle. Donc c'est assez flou, mais on part et il y a des images en transe hypnotique chez le thérapeute, chez le patient, autour de dessins. Donc on va partir sur un papier, on va faire dessiner, il va y avoir des scarifications, des fractures, un peu l'idée de fractal, et puis l'IA va venir fluidifier. Donc je vais prendre mon téléphone que j'ai là, et je vais en profiter pour... Ok. Je vais utiliser par exemple ChatGPT, commencer à donner des mots, on va le mettre en triangle, essayer d'en faire une médiation, dialoguer, puis à un moment donné ça va peut-être partir sur une image ou de l'audio. Donc là j'ai introduit l'idée, vous voyez, de psychogénératif multimodal. Mais la notion de multimodal, c'est quand un texte, c'est presque une synesthésie, c'est quand un texte peut devenir aussi de l'audio, mais l'audio va pouvoir devenir une vidéo. Donc on arrive dans ce monde-là où par rapport au design, on est dans une sorte de logique de forme. Donc c'est ça que j'aimerais transmettre, c'est que je parle de Gestalt parce que c'est une formation, moi je suis formé à la Gestalt thérapie, et c'est tout ce langage esthétique autour de la notion de forme qui me semble très inspirante pour voir à travers, justement à travers les différents supports et les différents langages. Et puis j'ai mis vous voyez, des noms d'outils, hein, j'en ai mis plusieurs pour pas forcément faire de pub, mais bon, j'ai mis le chat Mistral, c'est Cocorico. C'est pour encourager des solutions un peu plus vertueuses. Donc, métamorphoser, on parle d'une coémergence, après la métamorphose, tout simplement. Et puis, j'insisterai sur la notion de résonance. C'est l'idée que, ok, je crée une production, justement, mais c'est peut-être pas encore une création.
Donc on commence à arriver sur ce thème-là, c'est la différence entre l'IA, est-ce que l'IA crée vraiment ou l'IA génère. On est à peu près sûr que l'IA va générer, va produire quelque chose. Mais l'acte de créer est sans doute beaucoup plus large. Là, je mets plein de points d'interrogation. Mais cette distinction entre générer, créer me paraît extrêmement importante à clarifier. Et la notion de faire raisonner. Faire raisonner, pour moi, dans le concret, c'est quand on a créé une vidéo ou un petit support, mais ça s'arrête pas là, ça devient du narratif. Après, c'est comment je vais en parler avec la famille, avec le jeune, et comment ça va résonner dans son corps, l'idée de résonance, de sensorialité, et comment ça va aider à socialiser. Si c'est juste un outil qui permet de consommer, et vous voyez, comme un jeu ou un gadget, pour moi, c'est insatisfaisant en termes de médiation. Autant prendre une feuille de papier et puis dessiner, on va avoir plus de résonance. Donc vraiment, dans ma pratique, c'est comme ça que je travaille. C'est est-ce que ça résonne avec la culture du jeune? Est-ce que d'utiliser un casque de réalité virtuelle ou l'IA, ça résonne avec le jeune? Oui, ok, on y va. Et il y a sans doute une énergie culturelle à ressortir de cette médiation. Donc là, c'est un travail avec une ado, donc par rapport au texte de tout à l'heure, hein, de fissure. Et puis, de fil en aiguille, est venue cette première image de solitude et d'être enfermé, mais comme une peau déchirée. Et il y avait l'idée de transformation et d'ouverture et que les scarifications, hein, c'est quelque chose de violent, de glauque, mais que ça couvre quelque chose, un besoin de communication, un besoin d'être reconnu. Donc comment mettre ça en scène? C'est par l'hypnose classique, médiatisée après par l'IA, où les métaphores vont se filer, il va y avoir tout un design, tout un tissage qui se met en place, et notamment autour des métaphores de la terre glaise, avec l'idée que une terre peut être arrosée, humidifiée, et que ça devient plus doux, mais que ça peut être transformé, vous voyez. Donc c'est là que on peut être à la fois sur l'imaginaire et l'IA de façon technologique, mais je pourrais tout à fait imaginer travailler avec de la vraie terre et puis l'appliquer sur le corps, prendre une photo avec un portable, le scanner. C'est ça la transmédiation, c'est pas se limiter uniquement à l'outil numérique. C'est de l'intégrer ou dessiner sur vous voyez, sur le masque séché. On pourrait tout à fait imaginer tatouer, dessiner. Donc il peut y avoir tout un travail à faire. Et l'idée, c'est de faire évoluer. Alors avec cette jeune-là, ce qui est venu, c'était plutôt... c'est moi qui ai apporté ça autour du kintsugi au Japon, là, le fait de réparer les fractures et de mettre de l'or. Et avec humour, on est parti sur un clip vidéo. On a détourné... donc là, DJ... donc là, c'est très court. Mais c'est donc parti d'un prompt, hein, d'un texte. On fait une image. Alors, il revient. Cyberdruid, non. Boum sur mes plaies, chaque feignure devient recette. Shinsuki, la pluie lave le passé, je me répare sans me cacher. Voilà, donc tout un travail après qu'on peut faire en consul de danse, de trance, d'imaginer que des fragments vous voyez, de terre séchée peuvent s'enlever. Bon, j'essaie de vous transmettre la dimension plus sensorielle, dans laquelle on serait vraiment dans une transe plus corporelle, et ça permet de créer de l'alliance et aussi de détourner les codes. J'aime bien ce terme conçu numériste. C'est dans la clinique, je vois des ados qui sont parfois comme aliénés par ces formes-là, par TikTok, par des formes de culture de consommation, là, comme si c'était des fragments, des fils, et c'est de les aider à sortir de ces QR codes-là et de ces codes barres pour tout simplement être dans une démarche subversive, plus artistique, plus créative. Chapitre 3. Face au vertige algorithmique, nous avons compris que le progrès ne réside pas dans la course à l'innovation, mais dans l'urgence d'une thérapeutique du numérique. Donc ça vient pas de moi, le terme thérapeutique du numérique, c'est Bernard Stiegler qui parle de cette idée-là. Chers amis de mon passé, l'avenir de l'art thérapeutique est juste
juste là au bout de votre index. Bon, c'est l'idée que cliquez bien. Donc, je vais laisser cette diapo-là après, mais je voulais vous dire que si vous voulez continuer à discuter avec Transnumerix, je vous ai mis un lien, et il y a un chatbot qui a été créé, où j'ai mis toutes mes notes de préparation de cette communication, et donc il va vous parler d'une certaine manière en vous apportant des réponses à ces questions plus personnalisées. Puis l'idée, c'est de continuer ce lien-là, ceux qui veulent aller faire un tour. Mais je reviens, et puis je vais terminer, c'est ma conclusion. Une discussion vertigineuse, c'est l'idée que quand même, je ne sais pas si vous le ressentez dans votre corps, dans votre chair, qu'on entend parler en permanence de l'IA, et on a un mélange d'admiration, mais surtout de peur. Donc s'il y a un vertige, il y a quelque chose d'une brusquerie. Je fais référence aux travaux d'Antoine, Antoine Bioy. L'IA, ça nous enfume, ça nous menace, mais ça nous brusque. Et peut-être que l'IA est elle-même déjà une mise en transe. On est mis en transe, en fait. Alors, une forme de transe peut-être négative, mais à nous de la transformer en quelque chose de plus créatif. Pour nous sortir de cet engourdissement, de cette narcose, je remets l'auteur Hervé Fischer, qui pour moi est vraiment une source importante d'inspiration. L'idée, on a parlé de mythe, mais de démystifier aussi l'intelligence artificielle. Il n'y a pas c'est pas une intelligence, c'est pas si artificiel que ça en fait. Et je propose des mots comme instrument algorithmique, ou aussi cette idée d'inconscient artefactuel. C'est bien prendre conscience qu'à travers cette IA, il y a des modèles et il y a des fragments de culture morte. J'ose dire ça, c'est-à-dire que c'est pas de la culture vivante, c'est des fragments de culture morte, les modèles, et qu'on peut remixer, recombiner. Mais en vérité, on ne propose pas de l'inattendu, de la surprise et du nouveau au sens de la création. On va générer plein de formes de variations différentes, mais on a besoin de l'humain et de la transe pour justement aller hacker l'IA. Vous voyez, mon message, c'est peut-être la transe qui va transgresser, qui va être subversive vis-à-vis de toutes ces technologies pour leur amener toute cette créativité. Et puis, en lien avec le topo aussi de tout à l'heure autour de la mythopoïétique, moi, c'est important de transmettre cette notion aussi de mythanalyse et de transmettre qu'en effet, on peut regarder dans cette production culturelle actuelle autour de l'IA, d'aller expliciter, décoder tous les mythes qui structurent cette approche-là. Voilà, je vous espère suffisamment paré et formé pour le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ta... Allez, on n'est pas tatillon. Ouais. En tout cas, merci pour ta posture engagée. Ça répond un petit peu aux échanges qu'on avait tout à l'heure. Il y a des établissements de santé aujourd'hui qui préfèrent investir dans le casque de réalité virtuelle pour proposer de la méditation plutôt que rendre disponible des soignants pour ce travail de relations humanistes. C'est important qu'on mette en garde nos décideurs des excès de ce genre de pratiques. Et puis je vais laisser le temps à quelques questions, s'il y en a. Eh bien alors on va prendre un temps... Ah. Non, mais c'est pas une question, c'est juste un complément de ce que vous avez dit. Le site d'Hervé Fischer sur la métanalyse et sur un certain nombre de choses qu'il a proposées est tout à fait accessible, puisque Hervé Fischer est au Canada et il écrit de façon, comment dirais-je, énorme tous les jours sur son site à propos de décrypter les mythes à travers cette notion de mythanalyse qu'il a empruntée à Gilbert Durand. Voilà. Super, merci. Vous êtes en lien, donc... génial. Merci beaucoup. Merci. Lorsque vous faites un travail comme celui autour de la pseudo-pub, je vais y arriver, Skin-Sugi, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le protocole lui-même, c'est-à-dire combien de temps ça dure? Est-ce que c'est en plusieurs fois? Et de quel type? Et
quelle est la part aussi d'agentivité, on va dire, de la personne, enfin de la patiente, en l'occurrence une jeune femme, si j'ai bien compris. C'est vous qui guidez dans les usages, parce que ils peuvent être conçus numériques, comme vous dites, mais ils sont pas forcément familiarisés avec ces outils. Donc, vous devez les initier, mais ensuite, est-ce que c'est eux qui s'en emparent, ou est-ce que c'est vous et la personne qui suggère des images, et en fait, vous servez de médiateur pour transformer ces images via les outils, c'est ça? Exactement. Et ça se fait... le temps de formation est très court. Hein. En fait, c'est un peu comme si je suis là en entretien, là, et tout d'un coup, j'écoute, et il se passe quelque chose, et il y a un signifiant, on pourrait dire, et là, je fais... juste... Et je vais proposer, je vais dire, est-ce que tu es OK ou pas qu'on regarde sur Internet, donc ça peut être une vidéo YouTube, ou d'amener cette culture, et puis progressivement, c'est peut-être de lancer une IA textuelle. On va écrire un haïku, donc par rapport à tes idées, vous voyez, j'ai eu des patients, par rapport à ton idéation suicidaire, est-ce que tu pourrais... est-ce que ça a du sens pour toi d'écrire un haïku? Parce qu'elle aimait écrire des haïkus. Elle est rentrée à fond dedans. Elle m'a écrit des haïkus, des haïkus, des haïkus. Et après, je lui ai dit, est-ce que ça a du sens pour toi qu'on le mette en image? Donc, on a demandé à l'IA de générer des images. Après, elle a choisi, et puis elle a remodifié le prompt. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu serais OK? Non pas qu'on parle de tes idéations suicidaires à ta famille, mais que je transmette les images. Et que je propose à tes parents de me dire ce qu'ils projettent sur l'image. Et en fait, en faisant ça, vous voyez, il y a un pas de côté, et quelque chose s'est passé où dans la consulte d'après, il y avait les parents et la jeune fille, et ils avaient une protoculture pour parler aussi métaphoriquement de ce glauque, et de le métaboliser. Voilà, si ça répond, hein, je sais pas, c'est ça un peu l'idée, quoi. Merci. Moi, je pense que je suis un peu naïve et aussi effrayée par cet outil. Mais j'ai une question par rapport à la représentation, la façon de représenter qui va être fournie par l'IA, c'est-à-dire la normativité des images. Les biais, les stéréotypes. Voilà, parce que là, ce que j'ai vu à l'image, c'est une personne blanche, mince, voilà, et jeune. Voilà, je me posais la question de comment merci. Ça vient influencer. Avec les patients, c'est aussi, il y a une dimension éducative, c'est de leur parler de ça. Après, sur un autre plan, je dirais, donc moi je travaille avec des sociétés, hein, des collègues, où je cultive ça, j'apporte mon point de vue de psychologue, un peu de pas de côté, où je leur dis, ethnodiversité, qu'il faut développer des modèles... tout ça, c'est des modèles qu'on peut construire. Si vous voulez construire un modèle purement breton d'intelligence artificielle, c'est tout à fait possible. Mais qui va financer ça? Comment? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du logiciel libre. On est aussi dans des cultures, des contre-cultures, où on va pouvoir avoir aussi, par éducation, accès et pouvoir créer nos propres IA. Et j'espère, ça c'est mon utopie, de plus en plus écologique. Et il y a des signaux faibles pour l'instant, mais de rapprochement dans le bionumérique. Vous pouvez taper bionumérique sur Internet. Vous avez par exemple des capacités des plantes qui peuvent stocker de l'information à l'intérieur de leur ADN. Vous avez un ordinateur il y a quelques jours qui fonctionne avec des neurones biologiques. Donc on est peut-être dans la science-fiction, mais pas dans le délire pour moi transhumaniste. C'est plutôt dans un délire bionumérique, si je pars dans mon mythe à moi. Dans ma quête. Voilà.